Ma mère m'a hurlé au visage, elle ne fait pas partie des nôtres, pendant que je faisais ma valise, les mains tremblantes. Mon meilleur ami m'a traité de honte. Mon père n'a pas dit un mot, il m'a juste regardé comme si j'étais déjà mort pour lui. Et le pire? Ils m'ont lancé un ultimatum, elle ou eux. J'ai choisi elle. J'ai choisi la fille que toute ma famille détestait à cause de la couleur de sa peau. Aujourd'hui, il ne me reste qu'elle, et un secret que je ne lui ai pas encore avoué. Je l'ai rencontrée un jeudi, dans un petit café près de la place Bellecour, à Lyon. J'avais 25 ans, je venais de décrocher un nouveau poste dans un cabinet d'audit, et je commençais à peine à prendre mes repères dans la ville. Elle a renversé son café sur moi, un cliché total, mais quand elle a levé les yeux et m'a souri, ça n'avait rien de cliché. Elle s'appelait Chiara. Et dès ce moment-là, elle est devenue tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Brillante, assurée, franche et oui, elle était noire. Je n'y ai pas pensé au départ. Pourquoi l'aurais-je fait? Je l'aimais bien. C'était aussi simple que ça. Les premières semaines ont été parfaites. On se voyait presque tous les jours. Je n'en ai parlé à personne, non pas parce que j'en avais honte mais parce que je savais ce qui arriverait. Ma famille n'est pas vraiment subtile quand il s'agit de ce genre de gens. C'est ma sœur qui a découvert la vérité en premier. Elle nous a vus marcher ensemble près du parc de la Tête d'Or. Elle n'a rien dit sur le moment. Mais 2 heures plus tard, j'ai reçu un message, elle est noire? Pas de bonjour. Pas de comment tu vas. Juste ça. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma mère avait appelé 6 fois. Mon frère m'avait envoyé un message vocal, je ne l'ai même pas écouté. Puis Chiara m'a appelé. Je crois qu'on m'a suivi ce matin en allant au travail, m'a-t-elle dit, la voix tendue. Une femme dans une voiture rouge. Elle n'a rien dit, mais elle tournait en rond autour de moi. Mon estomac s'est noué. Ma sœur conduit une voiture rouge. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai tout dit. Que je fréquentais Chiara. Que j'étais heureux. Que je me fichais de la couleur de peau. Elle l'a très mal pris. Tu crois qu'on t'a élevé pour ça, m'a-t-elle lancé. Tu veux nous cracher au visage. Je ne crache sur personne. Ne l'amène pas à la maison. Ne l'approche pas de ton père. Tu m'entends? Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher mon téléphone. Alors je ne viendrai plus non plus. Silence. Un instant, j'ai cru qu'elle allait raccrocher. Mais au lieu de ça, elle a dit, Glacial, ne reviens pas. Pas tant que tu n'auras pas choisi. Je n'en ai pas parlé à Chiara. Pas encore. Je ne voulais pas l'effrayer. Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'arrêtais pas d'entendre sa voix, ne l'approche pas de ton père. Et je n'avais aucune idée à quel point tout ça allait empirer. Tout a basculé 2 semaines plus tard. Chiara et moi déjeunions sur le petit balcon de mon appartement quand j'ai reçu ce message. Barbecue familial dimanche. Ne l'amène pas. C'est ton dernier avertissement. C'était mon cousin Vincent. Du côté de ma mère. Chiara m'a vu me figer. Qu'est-ce qu'il y a? Juste, un truc de famille, ai-je murmuré. Elle n'a pas insisté. C'est ça qui m'a brisé. Elle me laissait toujours de l'espace. Toujours confiance que je parlerai quand je serai prêt. Alors j'ai parlé. Je ne t'ai pas tout dit, ai-je avoué. Ma famille, ils sont pas comme toi et moi. Elle a esquissé un petit sourire triste. Tu veux dire qu'ils n'aiment pas les gens comme moi? Ça m'a frappé plus fort parce qu'elle l'a dit doucement, sans colère. Je lui ai tout raconté. Les textos. Les appels. L'avertissement de ma mère. Même l'histoire de la voiture rouge. À ma grande surprise, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas paniqué. Elle s'est simplement appuyée contre la chaise et a dit. J'ai connu pire. Mais toi, Mika, tu dois décider. Jusqu'où t'es prêt à aller? Ce barbecue, c'était une zone de guerre. Je n'ai pas emmené Chiara. Je ne voulais pas qu'elle soit exposée à ce qui allait se passer. Mais j'y suis allé. Seul. Mon père ne m'a presque pas regardé. Il m'a juste tendu une assiette et s'est éloigné. Mon oncle m'a lancé un regard comme si j'avais craché par terre. Ma mère? Elle n'a pas prononcé un mot jusqu'à ce que tout le monde ait fini de manger. Elle a tapé sur son verre avec une fourchette.
Mika, a-t-elle dit, bien fort. Il faut qu'on parle. Maintenant. On est allé sur le côté de la maison. Elle a fermé la porte de la buanderie derrière nous, comme si elle allait rendre un jugement. J'étais sérieuse, m'a-t-elle dit. Cette fille n'est pas la bienvenue dans cette famille. Tu la ramènes, tu fais un choix. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu ne seras plus invité. À rien. Anniversaire. Noël. Mariage. Tu veux tout jeter pour une fille qui n'est même pas de notre monde? C'est ton choix. J'ai respiré à fond. Mes poings étaient serrés. Tu crois que j'en ai quelque chose à faire de vos dîners de famille? Tout ce que vous faites, c'est vous critiquer dans le dos. Cette fille va te foutre dans les ennuis, Mika. Tu verras. Non, ai-je répondu en m'avançant. C'est vous, le problème. Vous supportez pas que j'ai pris une décision sans demander votre bénédiction. Elle m'a giflé. Là, dans la buanderie. Ce n'était pas fort, mais c'était sec. Assez pour dire tu as dépassé les limites. Je n'ai pas bougé. T'as fini, ai-je demandé. Elle me regardait comme si elle ne me reconnaissait plus. Je suis sorti. J'ai traversé le jardin, passé devant le barbecue, devant mon père, mes cousins, leurs yeux écarquillés. J'ai monté dans ma voiture, claqué la portière, et je suis parti. Je n'ai pas pleuré. Pas avant de voir Chiara m'attendre sur le pas de ma porte, de café à la main, avec ce regard qui disait, peu importe ce qui arrive, je suis là. Et cette nuit-là, j'ai su. Je ne reviendrai plus jamais en arrière. Le premier à vraiment se retourner contre moi, ce fut Aaron, mon meilleur ami depuis le collège. On était inséparables. On avait partagé un appart à la fac. Il avait été témoin au mariage de mon grand frère. Mais dès qu'il a appris pour Chiara, tout a changé. Et il ne s'en est même pas caché. Franchement, mec, m'a-t-il dit un soir autour d'un verre. Pourquoi elle? J'ai cligné des yeux. Comment ça, pourquoi elle? Je veux dire, t'as le choix. Des filles bien. Qui n'apporteraient pas de complications. Voilà. Pas de filtre. Juste du mépris enrobé de fausses inquiétudes. Elle n'est pas une complication, ai-je répondu en serrant les dents. C'est ma copine. Il a ri comme si c'était une blague absurde. T'es vraiment sérieux? Je n'ai rien dit. Une semaine plus tard, j'ai appris qu'il avait appelé mon manager, un gars qu'on connaissait tous les deux depuis l'université, et lui avait glissé que j'étais distrait ces temps-ci, à cause d'une histoire sentimentale un peu agitée. J'ai failli rater une promotion à cause de ça. Mais ce n'était que le début. Nos amis communs ont commencé à disparaître. Les groupes WhatsApp se sont tus. Les invitations se sont évaporées. Un à un, ils se sont évanouis. Ma boîte de réception, autrefois pleine, ne contenait plus que des messages de Chiara, de collègues et du spam. Au début, je me suis demandé si je ne devenais pas parano. Si ce n'était pas juste une coïncidence. Puis je suis tombé dessus. Un post d'un ancien ami que je n'avais même pas remarqué m'avoir bloqué avec la légende. Certains sont prêts à tout sacrifier pour l'exotisme. Et en dessous, une photo floue de moi et Chiara, main dans la main, en centre-ville. Je ne lui ai pas montré. Pas cette nuit-là. À la place, je lui ai parlé du boulot ou de la promotion que j'avais peut-être perdue à cause de la mise en garde d'Aaron. Elle n'a pas bronché. Elle ne m'a pas demandé de lâcher prise ou de tout abandonner. Elle m'a juste demandé, tu es toujours sûr? Et je l'étais. Mon Dieu, je l'étais. On s'est rapprochés encore. On a commencé à chercher un appart dans un coin plus calme. Elle a même rencontré mon propriétaire, qui l'a bien aimé, un vrai miracle. Mais le vrai choc est venu plus tard quand ma mère s'est pointée. Chez moi. Sans prévenir. Les yeux rouges. Habillée comme si elle sortait tout droit de la messe. Elle n'a pas attendu qu'on l'invite à entrer. Tu te détruis, m'a-t-elle dit. Je crois que je me sauve. Elle te change. Elle me montre ce qui compte. Sa voix s'est brisée. Ton père ne prononce même plus ton prénom. Ta sœur dit qu'elle ne peut plus laisser ses enfants te voir comme ça. Comme quoi, ai-je claqué. Quelqu'un qui aime une femme qui n'a pas la même couleur de peau. Elle n'a rien répondu. Elle regardait simplement au fond de l'appartement,
comme si Chiara allait apparaître. Pars, ai-je dit, calme. Et ne reviens que quand tu seras prête à la respecter. Elle avait l'air sur le point de répliquer, mais elle a juste tourné les talons en marmonnant quelque chose à propos d'une passade. Quand j'ai refermé la porte, je me suis rendu compte que mes mains tremblaient. Je n'avais pas peur. J'étais libre. La lettre est arrivée un jeudi. Pas d'adresse d'expéditeur. Juste mon nom écrit à la main, dans une écriture penchée que je n'avais pas vue depuis mon adolescence. C'était de ma mère. J'ai failli la jeter. Mais la curiosité a été plus forte. Il y avait 4 pages. La première parlait d'héritage. Des sacrifices de notre famille, et de comment j'étais en train de le piétiner des décennies de fierté et de dignité. La deuxième du pur chantage affectif. Elle évoquait mon grand-père décédé, expliquant qu'il serait honteux de voir son sang dilué et bafoué. Cette phrase-là m'a coupé le souffle. La troisième, c'est là que la menace apparaissait. Si tu restes avec elle, écrivait-elle, ton père changera son testament. La maison, le terrain, l'héritage, tout ira à ta sœur. Et la dernière page se terminait par « Tu peux encore revenir à la maison. Mais pas avec elle. » J'ai ri en la lisant. Puis je suis resté assis là, 20 bonnes minutes, la lettre tremblante entre mes mains. Chiara est rentrée 1 heure plus tard. Je ne lui ai rien dit sur la lettre. Pas encore. Je l'ai juste serrée dans mes bras un peu plus longtemps que d'habitude et je lui ai dit à quel point j'étais fier de nous. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de James, mon ancien mentor au cabinet. C'était le type qui m'avait fait monter en grade 3 ans plus tôt. On ne s'était pas parlé depuis presque 1 an. « Tu peux parler ?» a-t-il demandé. « C'est officieux. » Il avait l'air nerveux. Ce n'était pas son genre. Puis il a lâché la bombe. « Ta famille contacte des gens. » Discrètement. Il raconte que tu es dans une situation. Que ta copine te déconcentre. Que tu n'es plus fiable. J'ai senti mon estomac se nouer. Ils n'ont rien de concret, a-t-il ajouté. Mais ils essaient de te coincer. Quelqu'un veut te faire tomber. Je savais exactement qui. Mon oncle. Il faisait partie du conseil de direction, désormais. Et il m'avait toujours vu comme un pion tant que je restais dans le moule familial. Ce n'est pas ton poste qu'il vise, a conclu James. C'est ton nom. Quand j'ai raccroché, je suis resté figé à la fenêtre pendant ce qui m'a semblé 1 heure. Je n'ai pas parlé à Chiara. Pas tout de suite. J'avais besoin de réfléchir. Mais dès le lendemain matin, elle a compris. « Tu es silencieux », a-t-elle dit. « Ma famille essaie de me détruire. » Elle ne m'a pas demandé de détails. Elle a juste dit « Et maintenant ?» C'est là que j'ai compris qu'elle n'allait pas fuir. Peu importe jusqu'où ça irait. Alors j'ai pris une décision. J'ai demandé un congé au cabinet. Pas par peur. Mais parce que j'allais contre-attaquer. À mes conditions. D'abord, j'ai rencontré les RH. Puis j'ai envoyé tous les messages que j'avais reçus et les textos d'Aaron, une version expurgée de la lettre de ma mère. J'ai cité des noms. Pas par vengeance, par nécessité. La boîte a accepté d'ouvrir une enquête. Discrète. Sérieuse. 2 jours plus tard, j'ai posté une photo de Chiara et moi. Sans légende. Juste elle, appuyée sur mon épaule, dans notre salon en plein déménagement, entourée de cartons et de rires. Je voulais que tout le monde la voie. Que tous sachent que je ne me cachais plus. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à s'effondrer, pas pour moi. Pour eux. 3 jours après avoir publié la photo avec Chiara, quelqu'un a crevé ses pneus. En plein après-midi, juste devant son bureau. Les images de la caméra de sécurité étaient floues, mais assez nettes pour distinguer le modèle de la voiture, une Lexus. Avec une plaque personnalisée. Et un autocollant de résidence privée. La voiture de ma sœur. Chiara m'a appelé, calme mais ferme. Ta famille vient de rendre sa personnelle, m'a-t-elle dit. Et maintenant ? J'ai déposé une plainte dans l'heure. L'agent m'a demandé si j'étais certain de l'identité du véhicule. Je n'ai pas hésité une seconde. Absolument. Je savais que ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement. Un message. 2 heures plus tard, ma mère m'a laissé un message vocal. Tu es allé trop loin, disait-elle. Impliquer la police ?
On essayait juste de te faire entendre raison. Tu nous as humiliés. Pas d'excuses. Pas de déni. Juste de la colère parce qu'on avait osé répondre. Puis un mail des RH. Il lançait une enquête officielle sur la conduite du conseil d'administration. Apparemment, les captures d'écran que j'avais fournies n'étaient pas les seules. Quelqu'un d'autre de manière anonyme avait transmis des échanges entre mon oncle et 2 cadres seniors, discutant de la suppression du risque. Le risque, c'était moi. C'est là que j'ai compris, il ne voulait pas juste m'éjecter. Il voulait m'effacer en silence. J'étais assis à la table de la cuisine quand Chiara est rentrée. Ils ont voulu me faire peur, a-t-elle dit. Ça n'a pas marché. Je lui ai tout raconté. Le conseil. Les emails. L'escalade à venir. Elle n'a rien répondu. Elle a juste glissé une petite boîte en velours sur la table. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une clé. Celle de chez moi, a-t-elle dit. Au cas où. Je n'ai pas demandé au cas où quoi. On savait tous les deux. Au cas où il prendrait mon poste. Mon nom. Ma tranquillité. J'ai commencé à dormir avec mon téléphone sous l'oreiller. Je regardais sous ma voiture avant d'ouvrir la portière. J'ai même appelé un ami avocat pour lui demander si une ordonnance de protection pouvait s'appliquer à sa propre famille. Et puis un soir, Chiara n'est pas rentrée à l'heure. Elle envoyait toujours un texto au même pour 5 minutes de retard. Ce soir-là, rien. Pas d'appel. Pas de message. 30 minutes. Puis 1 heure. Puis 2. J'ai appelé son bureau. Pas de réponse. J'ai contacté une collègue et elle m'a dit que Chiara était partie à 17h15, comme d'habitude. J'étais sur le point de sortir quand elle a passé la porte. Le visage pâle. Les mains tremblantes. Et dans sa poche, une note. Pliée en 3. Pas d'enveloppe. Imprimée en lettres capitales. On a entendu dire que tu prenais du galon. Ça ne durera pas. C'en était trop. J'ai rappelé la police. Montré la note. Le rapport sur les pneus. Tout. Puis j'ai appelé mon avocat. Je ne joue plus gentiment, lui ai-je dit. S'ils veulent la guerre, ils vont la voir. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je ne me suis plus senti sur la défensive. Je me suis senti prêt. Le prochain coup, ce serait le mien. Je n'étais plus en mode survie. J'étais en attaque. Mon avocat, Maître Davis, a été clair, si tu veux qu'ils arrêtent, il faut frapper là où ça fait mal, l'argent et la réputation. On a déposé une requête en injonction contre ma sœur. La police ne pouvait pas la poursuivre sans preuve vidéo formelle, mais ce document lançait une traînée administrative. Et juste derrière, on a déposé une plainte officielle contre mon oncle auprès du comité d'éthique interne du cabinet. Davis appelait ça de l'étiquette de guerre corporative. Pendant ce temps, les RH m'ont placé en statut protégé. Mon oncle a été temporairement suspendu de ses fonctions au sein du conseil. Mais ils n'ont pas cessé, ils sont juste devenus plus sournois. Des emails anonymes ont commencé à inonder la boîte de signalement interne. Accusation de harcèlement envers une ancienne stagiaire. Détournement de données. Chaque accusation était datée de façon incohérente ou pouvait être démontée en une phrase, mais je sentais les taux se resserrer. La campagne de discrédit prenait de l'ampleur. Et puis, il y a eu le retournement que je n'avais pas vu venir. Un coup à la porte. Chiara a ouvert. C'était mon père. Il avait l'air vieilli de 10 ans. Pas de veste. Juste un t-shirt blanc et un regard vidé. Je peux parler à Mika, a-t-il demandé. Seul. Elle m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il est entré. N'a pas pris place. Il est resté debout, près de la fenêtre, à fixer dehors. Je savais rien pour les pneus, a-t-il fini par dire. Ni pour la note. Ni pour tout le reste. Je n'ai pas répondu. Je ne croyais plus au silence. Personne ne m'a dit. Ni ta mère. Ni ta sœur. J'ai compris quand la police a appelé au sujet de sa voiture. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Il s'est retourné. Son visage s'est fissuré un peu. Pas de larmes. Juste l'usure. Je crois que je me suis trompé, a-t-il dit. J'ai cessé de respirer.
Pas seulement à propos d'elle, il a jeté un coup d'œil vers le manteau de Chiara accroché à l'entrée. À propos de toi. De ce que ça veut dire d'être un homme. Je t'ai vu te battre pour elle. Pour toi. Je crois que je ne l'ai jamais fait, moi. Je suis resté droit, les bras croisés. J'attendais le mais. Ils ont peur, a-t-il poursuivi. Ta mère. Ton oncle. Ils supportent pas ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Tu devais obéir. Pas résister. Et maintenant? Il m'a regardé droit dans les yeux. Je préfère être debout à tes côtés que continuer à faire semblant que cette famille est ce qu'elle prétend être. Il a sorti une enveloppe. J'ai hésité, puis je l'ai prise. Dedans, une attestation signée. Une lettre de moralité. Une déclaration formelle selon laquelle il n'avait jamais eu connaissance ni approuvé les actes de ma sœur et de mon oncle. Certifié, daté. Ce n'était pas une réparation. Mais c'était un pas. Avant de partir, il s'est retourné une dernière fois. Je ne peux pas réparer ce qu'on a fait. Mais je peux dire la vérité. Si tu me laisses faire. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Je l'ai juste regardé s'éloigner et pour la première fois, je l'ai vu comme un homme. Pas comme un père. Pas comme un juge. Juste un homme qui essayait de réparer l'irréparable. J'ai montré la lettre à Chiara. Elle n'a rien dit, elle a juste posé sa tête sur mon épaule et chuchoté, ça commence. Elle avait raison. Ce n'était pas la fin. C'était le point de bascule. Les retombées ont été rapides. 3 jours après la visite de mon père, ma mère a débarqué chez lui. Elle hurlait. Elle pleurait. Elle exigeait de savoir pourquoi il avait choisi une étrangère plutôt que son propre sang. Il a tout enregistré. Elle ne le savait pas. Il m'a envoyé l'audio. C'était brutal, un concentré de tout ce que j'avais fui depuis l'enfance, culpabilisation, menaces voilées, manipulation émotionnelle. Elle a dit que Chiara me manipulait pour mon argent. Que j'avais souillé le sang de la famille. Et à un moment, elle a lâché, s'il ne la quitte pas, je ferai en sorte qu'aucune entreprise ne l'embauche plus jamais dans cette ville. C'est là que j'ai compris, ce n'était plus une histoire de famille. C'était une guerre fondée sur le silence et désormais, j'avais les munitions. Mon avocat a ajouté l'audio au dossier. Les RH ont accéléré l'enquête sur le conseil. Mon oncle, sentant le vent tourner, a demandé une réunion. On s'est retrouvé dans un cabinet juridique, en plein centre-ville. Il est arrivé avec 2 avocats, sûr de lui, le sourire carnassier. « Mika, a-t-il commencé, cessons de faire comme si tu étais une victime. » Je ne l'ai pas interrompu. « Je connais ton genre de femme, a-t-il poursuivi. Tu te laisses enivrer par l'exotisme, le drame. Mais quand tout ça s'effondrera, elle partira. Et toi, tu seras seul. » C'était son jeu, me faire perdre mon sang-froid. Me pousser à craquer. À la place, j'ai sorti mon dossier. J'ai posé devant lui, la transcription du message vocal, les mails anonymes, le rapport sur les pneus crevés. Puis, calmement, j'ai glissé le rapport de police et la note de menace. Il a tout lu. Son visage a tressailli. À peine. Puis j'ai ajouté, doucement, tout ça part dans la presse le jour où je perds mon poste. Le jour où Chiara est de nouveau attaquée. Et tous tes partenaires sauront que tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour régler tes comptes personnels. Il n'a pas répondu tout de suite. Mais le sourire avait disparu. Ses avocats ont demandé du temps pour examiner les pièces. Je me suis levé et je suis parti. Le lendemain, j'ai reçu un mail des RH. Le conseil a accepté la retraite anticipée de votre oncle, avec effet immédiat. Aucune cérémonie. Aucune annonce officielle. Juste, terminé. Mais le silence de ma mère, lui, était différent. Elle n'a pas appelé. Pas écrit. Mais la mère de Chiara, elle, oui. Elle nous a invités à dîner. C'était, tendu, au début. Ses parents étaient gentils mais méfiants. Ils avaient vu passer des garçons comme moi, ceux qui s'effondrent quand ça devient compliqué. Mais après tout ce qu'on avait traversé, j'étais toujours là. À mi-repas, le père de Chiara s'est penché vers moi et a demandé. « Tu l'aimes, ou tu construis quelque chose avec elle ?»« Je construis une vie avec elle. Peu importe ce que ça me coûte. » Il a hoché la tête. Pas de discours.
Juste ce petit signe. Celui du respect qu'on ne demande pas, qu'on gagne. Ce soir-là, de retour chez nous, Chiara m'a regardé depuis le lit. « Tu serais prêt à tout perdre pour moi ?» a-t-elle murmuré. « Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Et je le referai demain. » Mais je ne lui avais pas tout dit. Pas encore. Depuis le début, je gardais un secret. Quelque chose que je n'étais pas sûr qu'elle pourrait me pardonner. Tout a commencé par un message que je n'aurais jamais dû envoyer. Au tout début, quand la pression devenait insupportable, quand ma promotion était en jeu, j'ai fait une erreur. Une énorme. J'ai écrit à l'assistante de mon oncle, une femme que je connaissais depuis longtemps, coincée entre loyauté et peur. J'ai proposé un marché. Je lui ai dit que j'étais prêt à rompre publiquement avec Chiara, si on me laissait tranquille au cabinet. Je n'en ai jamais parlé à Chiara. Parce qu'après avoir cliqué sur « Envoyer », j'ai su que je ne pourrais jamais aller au bout. 2 jours plus tard, j'ai tenté de me rétracter. J'ai envoyé un nouveau mail. J'ai écrit que c'était la panique. Que je ne pensais pas ce que j'avais dit. Ils n'ont jamais répondu. Mais je savais qu'ils l'avaient gardé. Peut-être imprimé. Peut-être transféré. Et maintenant que mon oncle avait été mis sur la touche, ce mail et cette trahison étaient quelque part. Prêt à me détruire. Je pensais qu'il ne s'en servirait pas. Jusqu'au jour où le téléphone de Chiara a vibré pendant qu'elle faisait les courses. L'écran s'est allumé. Un numéro inconnu. Un texto. Tu devrais savoir ce qu'il était prêt à sacrifier. Mon estomac s'est retourné. Quand elle est rentrée, elle avait le visage impassible. Calme. Trop calme. Elle m'a tendu son portable. Tu as envoyé ça. C'était mon mail. Mot pour mot. Transféré depuis une adresse anonyme. Pas de contexte. Juste la vérité, nue et glacée. Je n'ai pas menti. Oui, ai-je dit doucement. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste regardé comme si elle ne me connaissait plus. Donc tout ça, a-t-elle murmuré. Les disputes, les risques, les sacrifices. Tu étais prêt à m'effacer avant même que ça commence? Non, ai-je répondu. Je croyais te protéger. Je pensais que s'il voyait que j'étais prêt à négocier, il me lâcherait. Et tu as changé d'avis? Avant même qu'il ne réponde. Elle a hoché la tête, lentement. Mais tu ne m'as rien dit. Je n'avais rien à répondre. Elle est passée devant moi, a fermé la porte de la chambre. Je ne l'ai pas suivie. Cette nuit-là, on n'a pas dormi ensemble pour la première fois. Et le lendemain matin, son côté du lit était intact. Pas de mots. Pas de message. Elle était partie. Les 2 jours suivants, silence. Aucun appel. Aucun texto. Son travail m'a dit qu'elle avait pris un congé personnel. Je la perdais. Pas à cause de ma famille. Pas à cause du monde. À cause de moi. Le 3e jour, j'ai pris ma voiture et je suis allé chez ses parents. Son père a ouvert la porte. Il avait le regard dur. Elle ne veut pas te voir, a-t-il dit. Je veux juste lui parler. Tu l'as rendue remplaçable. Ce n'est pas ça, l'amour. J'ai fait une erreur, ai-je répondu. J'ai paniqué. Et j'ai voulu réparer. Il est sorti, a fermé la porte derrière lui. Tu ne peux pas réparer ça avec des mots. Montre-lui. Montre-lui que tu n'es plus cet homme. Je suis resté là un long moment, seul sur le perron. Et j'ai compris. J'avais combattu ma famille, mon entreprise, les menaces. Mais je n'avais pas combattu pour elle. Pas vraiment. Pas comme elle le méritait. Alors j'ai su ce que je devais faire. Il fallait brûler tous les ponts. Pour que plus rien ne m'empêche d'avancer. Pour que, même si elle ne me pardonnait jamais, elle sache exactement où je me tenais. Je suis passé à l'action. Pas avec une vidéo. Pas sur Instagram. Pas en cherchant la pitié. J'ai rédigé une déclaration sous serment. Signée, datée. Avec nom, date, pièce jointe, capture d'écran, enregistrement audio. J'ai tout envoyé à l'autorité française de régulation des pratiques commerciales. J'y ai dénoncé mon oncle, ma cousine, et 3 membres du conseil d'administration pour conduite déloyale, conflit d'intérêts et intimidation interne. Et avec ça,
j'ai joint ma lettre de démission. Je l'ai envoyée à toute la direction du cabinet. Pas parce qu'on m'y avait contraint. Parce que je voulais qu'ils sachent que je n'étais plus là pour négocier. Puis j'ai publié une photo. Une seule. Moi, debout devant le siège du cabinet, lettre de démission dans une main, le vieux porte-clés et liberté de Chiara dans l'autre. Sans légende. Avant midi, la photo était virale. Certains me traitaient d'irresponsable. D'autres de héros. Mais ce qui comptait vraiment, Chiara l'avait vu. Je le savais parce qu'à 18h43, j'ai reçu un texto. Une seule phrase. Retrouve-moi là où tout a commencé. Je suis parti sans réfléchir. Le petit café près de Bellecour était presque vide. Il pleuvait. Elle était assise près de la fenêtre, les mains autour d'une tasse qu'elle ne buvait pas. Quand je suis entré, elle n'a pas souri. Pas un mot. Juste son regard. J'ai tout brûlé, ai-je dit. Le poste. Le conseil. Tous les ponts qu'il tentait de garder en main. Je ne sais pas ce qui m'attend maintenant. Mais je sais une chose, je veux que ce soit avec toi. Même si tu décides de partir, je veux que tu saches que j'ai enfin fait ce qu'il fallait. Elle m'a observé longtemps. Puis elle a murmuré. Tu aurais dû tout me dire plus tôt. Je sais. Tu m'as fait sentir comme une option. Je sais ça aussi. Silence. Puis. Mais je n'ai pas été parfaite non plus. Sa voix tremblait à peine. J'ai failli partir. J'avais préparé un sac ce soir-là. Je ne voulais pas être un sacrifice de plus dans ta vie. Elle s'est levée. A sorti quelque chose de sa poche. Mon ancien badge d'accès au cabinet. Je l'ai trouvé dans le tiroir où tu ranges ton passeport. Elle l'a posé sur la table. Et j'ai compris. Tu avais déjà fait ton choix avant même que je te le demande. Pour la première fois depuis des jours, elle a souri. Je ne veux pas que tu me protèges. Je veux que tu continues à me choisir. Même quand la tempête est finie. J'ai hoché la tête. Chaque jour. On est sortis ensemble du café. Pas de baiser. Pas de grande musique. Juste nos mains qui se sont frôlées, et se sont retrouvées comme si elles n'avaient jamais été séparées. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison. Pas de discours. Pas d'excuses. Juste le bruit de ses clés sur le comptoir. Ses chaussures qui glissent au sol comme si rien n'avait changé. Parce que peut-être que le vrai changement, ce n'était pas en elle. C'était enfin en moi. Mais dans le noir, allongé à ses côtés, une question ne me quittait pas. Si j'ai tout abandonné pour la garder, que ferais-je le jour où ce serait à elle de tout abandonner pour moi? 3 mois ont passé. La poussière ne s'est pas posée. Elle a juste changé de forme. Mon oncle a été officiellement interdit de toute fonction dirigeante pendant 5 ans. Le cabinet a fait le ménage, sans tambour ni trompette. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Ma mère a envoyé une lettre. 3 pages de regrets tièdes, de citations bibliques et de phrases creuses comme « On voulait juste ton bien ». Je n'ai pas répondu. Ma sœur, elle, a doublé la mise. Elle a posté sur ses réseaux un message cinglant à base de « Protéger sa famille des trahisons ». Chiara l'a vu avant moi. Elle a ri. Elle croit toujours que t'étais son projet personnel. Mais mon père, lui, il continuait à m'écrire. De petits messages. Des bulletins météo. Une photo de son potager. Rien de pesant. Juste une présence. C'est Chiara qui m'a soufflé de le voir. On s'est assis sur un banc à Parc de la Tête d'Or. Il paraissait plus petit. Plus doux. Comme si cette guerre lui avait aussi coûté quelque chose. J'ai perdu mon fils pendant des années, m'a-t-il dit. Parce que j'ai laissé d'autres gens me dire qui il devait être. Je n'ai pas parlé. Je l'ai juste écouté. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Tu ne t'es pas juste levé pour elle, Mika. Tu m'as appris ce que c'est qu'être un homme. Désolé d'avoir mis autant de temps à comprendre. Il a sorti une vieille photo de sa poche. Moi, enfant, tout sourire, un trophée à la main. T'as toujours été courageux. C'est moi qui n'ai pas eu le cran de le voir. On s'est serré la main. Pas par convenance. Par égalité. Quand je suis rentré, Chiara m'attendait à la fenêtre. Elle n'a pas posé de questions.
Elle a juste ouvert la boîte qu'elle avait sortie quelques jours plus tôt, sans jamais l'expliquer. Dedans, 2 billets d'avion. Pour la Nouvelle-Orléans, a-t-elle dit. Un long week-end. Juste nous deux. J'ai regardé les billets. Des vacances? Elle a secoué la tête. Un nouveau départ. Et ce soir-là, pendant que je faisais ma valise, quelque chose a enfin cliqué. Ce n'était plus une question de prouver quoi que ce soit. Ni de vengeance. Ni de reconnaissance. C'était simplement choisir une vie en laquelle on croit. Même si personne n'applaudit. Le lendemain matin, en montant dans l'avion, elle m'a tendu la main. « Tu es prêt ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Toujours. Mais au fond de moi, une pensée restait. Persistante. Inévitable. Pas de la peur. Ni du doute. Juste une question silencieuse qui me suivra jusqu'à la fin. Et si, un jour, le monde lui demandait de choisir? Est-ce qu'elle, aussi, choisirait l'amour avant le sang?